bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Radio 106.8, c'est votre magazine de cinéma pour 35 mm de plus. Ce soir, je suis en compagnie de Pierre Cadar, bonsoir, de Frédéric Aubling, bonsoir, et bien sûr de Manu qui nous assure la technique comme chaque semaine et on l'en remercie. Au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un film très jubilatoire pour les cinéphiles qui s'appelle Nouvelle Vague, qui est signé Richard Linklater. Nous parlerons aussi de l'actualité DVD avec la ressortie d'un superbe film de Joseph Losey, La Bête s'éveille, c'est dans la collection Mac My Day de Jean-Baptiste Torres chez Canal+. On parlera de fantastique espagnol mal connu avec 3 films qui sortent, 2 chez Carlotta, 1 chez Artus. Et on parlera aussi de Walter Hill, metteur en scène, aujourd'hui retraité, on peut dire, puisqu'il y a un livre d'entretien qui vient de paraître chez Rouge Profond, qui est signé de Thomas Révet, qui est un livre tout à fait passionnant pour donc évoquer la carrière de ce cinéaste. Alors, un petit mot, mais alors ultra rapide, c'est pas qu'on était des fans ou pas, mais respect quand même le comédien Chiqui Cario qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Moi, j'ai un film qui me vient en tête, c'est L'Ours, que j'avais vu au cinéma à l'époque quand j'étais petit, et c'est vrai qu'il m'avait impressionné. J'ai jamais été un grand fan de Nikita, film qui ressort un petit peu de sa filmographie. Bon, voilà, il avait 72 ans, il tournait beaucoup, souvent des rôles de salopard. Bon, il avait la gueule de l'emploi. Maintenant, quand même, dans les derniers temps, on le voyait plus trop sur les grands écrans. C'est vrai. Voilà. Acteur qui avait donc démarré au début des années 80 avec toute une génération comme Bakri, Anconina, tout ça. Voilà. Donc, il nous a quittés à l'âge de 72 ans. Allez, on va parler maintenant de Nouvelle Vague, le film de Richard Linklater qui était en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Alors, Richard Linklater, c'est un cinéaste américain, il est texan, il est né à Houston, il a 65 ans aujourd'hui, il a commencé à faire des films à la fin des années 80, et c'est un cinéaste qui est assez passionnant dans sa manière d'aborder le cinéma. Il a fait quelques films, en tout cas moi, qui m'ont bien plu. Je pense notamment à un, si je devais en sortir de sa filmographie, parce que c'est quand même quelqu'un qui tourne aussi pas mal. C'est bien sûr Boyhood, qu'il avait fait en 2014 et qui était vraiment un très très joli film. Alors avec cette nouvelle vague, en fait, ce n'est pas un documentaire sur la nouvelle vague, ce n'est pas un documentaire ou une biographie de Jean-Luc Godard, mais c'est juste un film qui va s'arrêter à un moment extrêmement précis de cette incroyable histoire qu'a été bien sûr la nouvelle vague dans les années 50-60. Alors je ne vais pas le rappeler 1000 fois, mais les principaux acteurs de la nouvelle vague, je pense bien sûr à Romer, Godard, Rivette, Chabrol ou Truffaut, ont tous commencé donc par écrire, notamment dans les cahiers du cinéma la période jaune, la période André Bazin, et ils sont tous passés à la mise en scène. Le premier étant bien sûr Claude Chabrol, qui a pu très vite réaliser Le Beau Serge. Ensuite a suivi bien sûr François Truffaut avec ses 400 coups et son prix de la mise en scène au Festival de Cannes, qui a été un succès phénoménal partout et qui a été un film important. Et puis il y a eu aussi Romer, Rivette qui ont commencé à tourner. Et puis le petit dernier de la liste qui était toujours pas passé à la mise en scène, c'est Jean-Luc Godard. Et c'est vraiment à cette période-là que Linklater va s'intéresser à ça, et au moment où Godard décide de faire son premier film. Et on va suivre comme ça le personnage de Godard qui est joué par Guillaume Marbeck, et ça fonctionne très très bien d'ailleurs, et notamment les conflits qu'il va avoir avec le producteur Georges de Beauregard, qui va accepter de produire À bout de souffle d'après un scénario de François Truffaut. Et toute l'histoire du film va démarrer à cette période-là. Et c'est tout le tournage. En fait, Linklater va filmer les 20 jours de tournage qu'on fait de ce film incroyable qui est À bout de souffle, un film qui a complètement changé la donne dans la manière d'appréhender, de faire du cinéma au XXe siècle.
On a le recul aujourd'hui, près de 65 ans après 66, même après la sortie de ce film, qui reste un film extrêmement moderne, toujours cité en référence. Un nombre incalculable de metteurs en scène se revendiquent de Jean-Luc Godard, jusqu'à Quentin Tarantino, qui a même appelé sa boîte de prod bande à part. Donc on voit à quel point l'état d'esprit, la manière d'aborder le cinéma de Jean-Luc Godard a marqué toute une génération. Et d'ailleurs, dans un long entretien qu'il a donné à la revue Positif, Richard Linklater revient vraiment sur ces années où il a découvert les films de Godard à une période bien précise, notamment au Texas, à la fois avec les premiers Godard qu'il découvrait, donc que ça soit Le Petit Soldat, que ça soit Pierrot le Fou, que ça soit Une femme est une femme, et puis le Godard qui s'est remis à tourner au début des années 80 après une longue période maoïste des années 70 où il s'était enfermé dans un système de production de films complètement hermétique, voire insupportable, avec sa troisième épouse Anne-Marie Miéville. Il revient à la fiction avec Sauf qui peut, et puis il suivra des films importants comme Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, qui vont d'ailleurs avoir un retentissement et qui vont être assez primés dans les festivals. Et donc il y a cette rencontre entre les deux carrières de Godard qui vont avoir un rôle déterminant dans la façon d'aborder le cinéma pour Richard Linklater. Donc ce film, on va y trouver un nombre de personnages absolument hallucinants, et pour tous les cinéphiles qu'on est, il y a Pierre Rissian notamment, qui deviendra le complice de Tavernier, qui est le premier assistant de Godard. Vous avez Jean-Paul Belmondo aussi, qui est interprété par l'acteur Aubry Dulin, et ça fonctionne très très bien. C'est Zoé Dodge qui joue le rôle de Ginsenberg, donc cette américaine qui avait eu un succès avec Bonjour Tristesse, qui voulait pas vraiment faire ce film et qui va se retrouver donc au générique de ce film sans savoir ce qui se passait à ce moment-là, sans comprendre vraiment ce que voulait faire Godard, et ça c'est très bien montré dans le film, mais on voit en fait après qu'elle va se laisser porter par la personnalité complètement foutraque et un petit peu folle de Godard, qui avait tendance à tourner 1 heure ou 2 heures par jour. Dès que l'inspiration le quittait, le tournage s'arrêtait, ce qui mettait dans des colères folles le producteur Georges de Beauregard, lui aussi qui est très bien interprété par un acteur qui s'appelle Bruno Dreyfus. Et puis alors après, vous allez voir tous les acteurs importants de la nouvelle vague à ce moment-là. Il y a François Truffaut, il y a Raoul Goutard, il y a Claude Chabrol, il y a Suzanne Schiffman, il y a Roberto Rossellini dans une scène mythique qui est faite dans les locaux des Cahiers du cinéma, où il vient expliquer un petit peu sa façon de voir le cinéma et remercier un petit peu les fils spirituels de la nouvelle vague. Vous avez Jacques Demy, Agnès Varda, enfin tout y est, et ça rend ce film extrêmement jubilatoire, et ça fonctionne surtout, parce qu'on avait un petit peu peur que de faire tourner que des références comme ça peut être bancal ou casse-gueule, et pas du tout. Richard Linklater réussit totalement son coup de maître. Les dialogues sont justes, la mise en scène est excellente, le noir et blanc est superbe, la reconstitution aussi. Donc franchement, je vous conseille vivement d'aller voir ce nouvelle vague de Richard Linklater, qui est un vrai petit bonheur cinématographique. Est-ce que je peux poser deux questions ? Oui, bien sûr, Pierre. Alors, j'ai eu la chance de voir le film à sa sortie, ce qui ne me rajeunit pas. Ouais. Et il est évident que le film, à bout de souffle, a eu énormément de renommée, d'importance, y compris sur le cinéma qui a suivi. Mais je me pose deux questions. Est-ce que le film qui vient de sortir parle des ambiguïtés politiques de Godard déjà à cette époque ? Non. Pas trop. On sait que tout le milieu Nouvelle Vague venait de Art, qui était une revue très conservatrice, pour ne pas dire pro-américaine, à l'époque de la guerre froide. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, est-ce qu'on n'a pas trop surestimé, en France et partout dans le monde, l'importance de la Nouvelle Vague ? Il est évident que ça a changé le regard sur le cinéma, ça a ouvert une liberté pour les réalisateurs, mais il y a également tout ce qui a été du foutraque, du mal foutu, ce qui s'est passé au début des années 60, c'est qu'on a eu l'impression tout d'un coup que n'importe qui pouvait faire du cinéma. Bah oui, il y a eu 162 premiers films en 3 ans. Et donc là,
c'était également le danger. Mmh. C'est-à-dire que Mmh. Godard s'est vraiment réalisé par la suite. Pour moi, le plus intéressant est peut-être la dernière période, la période Anne-Marie Miéville. Mmh. Et pas forcément le tout début, même si c'est la partie la plus révolutionnaire d'un point de vue esthétique. Et je m'entends esthétique. On sait que Le Petit Soldat, par exemple, avait réveillé beaucoup de controverses parce qu'on ne savait pas si c'était un film politique engagé, pas engagé. Godard a toujours été extrêmement ambigu sur ces positions-là. On l'a même accusé il y a quelque temps d'avoir été antisémite ou d'avoir tenu des propos de ce type. Mais alors, tu veux Ah non, quoi ta réflexion? c'est Tu veux pour savoir voir- si aujourd'hui Godard a encore de l'influence ou est encore... Non, mais je me méfie toujours un petit peu de la sacralisation Ah ben, de toute et façon, des elle y est, la- réalisateurs et des Oui, œuvres. mais Pierre, C'est-à-dire que on ne pourra pour pas moi- revenir en arrière là-dessus. on ne peut pas revenir en arrière, mais pour nous, Français, on se dit on est les meilleurs, on a fait la nouvelle vague. Et regardez, partout dans le monde, on admire le Godard et on admire le travail de la nouvelle Comme on vague. admire Rossellini, le néoréalisme. Pas tout le monde. Rossellini, je n'aime pas tout Rossellini. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens. Et il y a tout un Rossellini de la Rossellini, fin. c'est quand même reconnu mondialement partout, Pierre. Le début, Oui, pas la fin. oui, non, mais le Mais néoréalisme je veux en dire, général. méfions-nous de la politique des auteurs. D'accord. Méfions-nous de la sacralisation Mais des là, on n'est œuvres. plus dans la politique des auteurs, on est de savoir si aujourd'hui encore les nouveaux metteurs en scène sont influencés ou pas par Godard. Ils ne le sont plus, à mon avis, aujourd'hui. Ben moi, je pense que si. Je pense qu'il y en a Alors, encore beaucoup qui sont influencés Je par pense Godard. qu'ils ne le sont plus. Ils l'ont été à une époque, parce que dans toutes les écoles de cinéma, c'était Saint-Godard, Saint-Romer, et qu'il fallait Et décortiquer Saint-Truffaut. leurs œuvres. Et Saint-Truffaut, bien Alors, sûr. Pierre, attention. Encore qu'avec des nuances. Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé à autre chose, et qu'il faut tourner la page. Arrêter de se dire l'ère nouvelle commence avec la nouvelle vague. Ah non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Moi, j'adore Duvivier, j'adore Renoir, Grémillon, il n'y a Moi aucun aussi. problème. Voilà. Mais tout ça, Harry Linklater, il parle pas de ça, il parle juste d'un film incroyable qui a été une date dans l'histoire du cinéma. Voilà. Et Qu'on aime est-ce- ou qu'on n'aime pas. hein. Est-ce Voilà. qu'un spectateur de 20 ans aujourd'hui va aller voir ce film? Je sais pas, Pierre. C'est la question. Je sais pas. Je sais pas. Écoute, ça, c'est une autre question. Moi, dans la séance, déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était plutôt un public de retraités. Voilà. Je puis me dire. Allez, mais j'aimerais quand même que tu le voies quand tu voudras le voir sur petit écran et que tu nous en dises. C'est intéressant. C'est intéressant. Absolument. Voilà. On passe maintenant à l'actualité des DVD et on va parler d'un metteur en scène extrêmement important qui est Joseph Losey. Extrêmement important, extrêmement ambigu, dont la carrière a des hauts et des bas. Il faut être clair, la carrière de Losey, qui est une carrière très importante aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France, puis un peu partout en Europe, est une carrière avec des hauts et des bas, et il faut se méfier de tout ce qui sacralise Losey, même si c'est incontestablement un grand créateur et un grand metteur en scène. Alors, La Bête s'éveille est un film de 1954 qui longtemps a été mal connu, méconnu ou sous-estimé. Et il y a quelques années déjà, Studio Canal avait ressorti le film en DVD et on a là une nouvelle sortie de ce film avec une amélioration et avec en particulier une préface qui est faite par Jean-Pierre Thoré, puisque c'est dans la série... Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Thoré. Jean-Baptiste Thoré, pardon. C'est pas grave. Dans la série Make My Day, et également une présentation très correcte de François Angelier du film. Alors, ce film, situons-le dans la carrière de Losey. C'est en 1954. Losey a déjà tourné plusieurs films importants aux États-Unis qui n'ont pas eu un renom international. Ce n'est pas Howard Hawks, ce n'est pas Preminger, mais c'est quelqu'un qui compte et qui a eu aux États-Unis des engagements politiques très nets. Ce qui fait que lorsqu'arrive la chasse aux sorcières, et tandis qu'il tourne un film en Italie, il apprend qu'il doit comparaître devant la commission des activités anti-américaines, et donc il préfère rester en Angleterre. Et c'est alors qu'il va tourner donc ce film qui est La Bête s'éveille. En anglais, c'est The Sleeping Tiger.
Le film, d'ailleurs, n'est pas signé, rappelons-le, par Losey, mais par son producteur, parce que c'est le seul moyen pour que le film soit ensuite diffusé hors de Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc, par prudence, c'est Victor Hanbury, le producteur, qui signe le film, mais il est totalement de Losey. C'est pourtant, et en le revoyant une nouvelle fois, un film typique de ce que Losey a apporté de meilleur dans le cinéma, avec sa grande culture et avec toujours dans ses meilleurs films ces rapports qui sont des rapports extrêmement complexes de dominateur et de dominé, et également le regard sur des situations sociales en vase clos, et où on sent qu'il y a derrière le grand homme de théâtre qui a été dans un premier temps Losey, mais où il s'est très bien montré ce que sont les ambiguïtés, les complexités des rapports humains. Or là, nous y sommes en plein. Pour résumer très rapidement ce qui est le scénario, ça commence d'une façon extrêmement rapide, brutale. Nous sommes dans une rue, c'est la nuit, un homme passe dans la rue et il est attaqué par quelqu'un d'autre qui veut le dévaliser. Ça dure quelques minutes, même pas une minute. C'est une ambiance très film noir. Et on passe à la suite. L'homme qui était attaqué, c'est un psychiatre. Celui qui l'a attaqué, c'est un être très complexe. Et le psychiatre se dit, il va venir chez moi, je vais m'occuper de lui et on va essayer de l'améliorer, de faire sa psychanalyse. Et donc tout le film tourne autour de cette psychanalyse d'un hors-la-loi, mais hors-la-loi de grande famille. On l'apprend petit à petit. Son père était militaire. Il a beaucoup de choses à cacher sur son enfance. Et deuxièmement, c'est sur le rapport qui se crée entre le psychiatre, son épouse et le délinquant en question. Et là, nous sommes en plein dans ce que Losey fait de mieux au cinéma, ce qu'il refera par la suite dans The Servant, dans des films de première importance. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment, petit à petit, par un jeu très complexe, quelqu'un prend le pas sur l'autre, domine l'autre, se soumet à l'autre. Voilà. Et donc, c'est un film passionnant qu'on suit avec le plus grand intérêt, d'autant plus qu'il est interprété par 3 acteurs de toute première importance. Dans le rôle du délinquant, charmeur, un petit peu pique-assiette, mais qui n'a pas abandonné tous ses délits et qui d'ailleurs à la fin finira en bien par une psychanalyse réussie, c'est Dirk Bogarde. Dirk Bogarde, il faut en dire quelques mots, c'est un des acteurs anglais importants à l'époque et il a tourné dans plusieurs films en tant que jeune premier dans l'après-guerre et il va devenir pendant quelques années l'un des acteurs préférés de Losey, avec qui il va tourner donc en particulier des films de toute première importance comme The Servant, pour l'exemple, Modestie Blaise et Accident. C'est le meilleur Losey, soyons clairs. À côté de Dirk Bogarde, qui est formidable dans ce film, formidable parce qu'il est constamment ambigu. C'était sa spécialité un petit peu, ces rôles très complexes où on ne savait pas s'il était chair ou poisson. Là, c'est tout à fait typique. Dans le rôle du psychanalyste, c'est Alexander Knox. Alexander Knox, on le connaît surtout, c'est un acteur canadien pour avoir tourné dans peu de temps avant avec Roberto Rossellini, justement. C'était le mari d'Ingrid Bergman, je dis bien, dans Europe 51. Il a également tourné dans d'autres films de Losey par la suite, en particulier dans Accident ou Modestie Blaise. Et puis le rôle de l'épouse du psychanalyste qui tombe amoureuse et qui s'éprend, c'est elle le tigre en question du délinquant, c'est une actrice qui n'est pas très connue, mais qui a eu sa carrière. Elle s'appelle Alexis Smith. Alexis Smith, son titre de gloire pour les cinéphiles, c'est d'avoir partagé le rôle principal avec Errol Flynn dans un film de Raoul Walsh, Gentleman Jim. Elle a eu une carrière à la Warner, une carrière avec
pas en toute première place, mais une carrière régulière, importante. Et elle retournera d'ailleurs un peu plus tard avec Losey dans La Truite. On la voit aussi avec son dernier rôle. Alors là, je l'ai découvert, je ne le savais pas, mais c'est un petit rôle, je pense, dans Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese. Donc voilà la distribution. J'y reviens, c'est véritablement un film à redécouvrir. C'est-à-dire que dans la plupart des dictionnaires de cinéma, le film est cité, puis on passe à la suite. Or, on s'aperçoit qu'il y a déjà dans ce film tout ce que Losey va apporter de meilleur dans le cinéma, et en particulier dans les années 60 et début 70. Après, ce sera un peu plus complexe, avec des chefs-d'œuvre comme Monsieur Klein et des films moins réussis, comme La Truite, par exemple. Ou un Don Giovanni. Ou un Don Giovanni, que je n'ai jamais beaucoup aimé. Bon, merci beaucoup Pierre donc pour ce Blu-ray DVD La Bête s'éveille. Non, oui, je ne sais pas si c'est Blu-ray. Moi, il y a les deux. DVD. Il y a les deux. Voilà, La Bête s'éveille qui sort dans la collection Mac My Day.
Voilà, on vient d'écouter l'immense compositeur italien Armando Trovajoli. Donc ça, c'est une ressortie chez nos amis japonais d'un CD magnifique, puisque le vinyle, alors l'original, c'est même pas la peine, il faut être multimilliardaire pour pouvoir se le payer. Mais vous avez donc ce CD qui sort, qui est très bien. Je vous rappelle que ça s'appelle la famille Benvenuti, et c'était une série très populaire en Italie dans les années 60. Et à savoir aussi que c'est Alessandro Alessandrini qui travaille aux côtés de Trovajoli sur ce score qui est absolument magique. Allez, on continue avec les DVD. On va parler de cinéma fantastique espagnol, puisqu'il y a 2 éditeurs, Carlotta et Artus Film, qui nous proposent donc 3 films là, tout récemment sortis. Alors, le cinéma fantastique espagnol, me direz-vous, c'est un peu le parent pauvre de l'Europe, puisque nous connaissons très bien ce qu'a été la Hammer en Angleterre. Nous connaissons très bien ce qu'a été le cinéma gothique, absolument merveilleux en Italie, porté par un film extraordinaire comme Le Masque du démon de Mario Bava. Nous avons aussi connu en France une période qui a été assez intense et riche aussi. Alors, moins connue certes, mais Les yeux sans visage de Georges Franju a été... Non, il y a des choses, Oui, il y a moins de production. Mais il y en a eu moins, on est d'accord. C'est ça. Voilà. Mais même en Allemagne aussi, vous en avez eu avec des crimis, avec plein de choses. Et aux États-Unis, bien sûr, portée, elle, par notamment Roger Corman et ses adaptations d'Edgar Allan Poe. Alors, le cinéma fantastique espagnol, si on devait juste un petit peu de manière chronologique le mettre sur la carte, ça débarque plutôt début des années 60. Et il y a un cinéaste qui est représentatif à ce moment-là, c'est Jess Franco. Jess Franco qui va donc, avec l'horrible Dr. Orloff, ouvrir un petit peu les portes de cette période-là, qui va courir à peu près jusqu'à la fin des années 70. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a pendant 15 ans, où Franco est encore en place, puisque le dictateur va nous quitter en novembre 75. Ça va faire 50 ans, là, d'ailleurs, que Franco est décédé, et qu'il a fallu faire, donc, avec un régime franquiste pour arriver à faire des films à la fois fantastiques, ésotériques, de morts-vivants. Et puis, une période qui va se continuer un petit peu jusqu'à la mi-temps des années 80, ce qui est le cas, d'ailleurs, du film que je vais vous parler tout à l'heure, Les rites sexuels du diable, de Jason Ramon Larraz. Après, le cinéma fantastique espagnol est quand même imbriqué aussi dans des coproductions européennes, souvent avec l'Italie et avec l'Allemagne. Et c'est un cinéma, il faut le dire quand même, qui est peut-être un peu plus cheap, avec un petit peu moins de moyens d'inventivité que ce qu'a connu les Italiens, ou même... la Hammer ou l'Amicus en Angleterre, ça a été plutôt le haut de gamme du cinéma fantastique gothique, avec des moyens qui étaient mis en place et des grands metteurs en scène. Voilà, j'allais dire. Ou tout simplement la qualité des réalisateurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mon cher Frédéric, je te laisse commencer par le... Alors, c'est le coffret, toi tu vas parler du coffret qui sort chez Carlotta. Qui s'appelle Terreur ibérique. Parce que moi, j'en ai vu qu'un sur les deux. Avec donc, 2 films, voilà. Une bougie pour le diable de 73 de Genio Martin et Poupée de sang de Carlos Puerto de 17, je sais plus. 77, pardon. Et donc, après Franco. C'est ça, on est après Franco. Après Franco, le dernier, mais 2 films alors, de qualité vraiment très, très inégale. Je tiens à le préciser. Alors, moi, je découvre aussi ce cinéaste. Et après, vous parlez du cinéma ibérique, il y a une résurgence dans les années 2000, notamment avec Rome Balaguerro, il y a toute une production espagnole aujourd'hui qui existe, beaucoup sur les plateformes maintenant, mais qui a eu, grâce à ces cinéastes-là, redoré le blason du fantastique et de l'horreur espagnole. Mais donc le premier, c'est une bougie pour les dates de Gianni Martin, pareil que je connais de nom, mais j'avais pas vu d'autres films. C'est vrai qu'il a œuvré dans différents genres, et notamment le western, le tueur de l'Ouest. Et puis il y a un film plus tardif qui s'appelle Terreur sur le Shanghai Express, avec un casting assez international, dont Elisa Savalas, voilà, que je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais et ce film, c'est marrant, donc, quand on a la biographie de Gianni Martin, une bougie pour l'âme n'est pas vraiment référencée. Il est là, mais il n'y a pas d'analyse, de critique ou de résumé. C'est assez étrange. Et je trouve que le film est assez de bonne facture, de bonne tenue, et surtout par rapport à son scénario, bien entendu. Et même la mise en scène, je trouve qu'elle est assez inventive par moments. Et l'histoire est assez simple. On est dans un petit village d'Espagne, dans le sud,
On suit deux sœurs, Martha, jouée par Aurora Bautista, et Veronica, jouée par Esperanza Boy, qui tiennent une pension de famille et qui accueillent des touristes, puisque le pays, comme c'est assez ouvert, et donc il y a un tourisme un peu de masse qui commence à arriver même en Espagne dans les années 70. Et bien sûr, il y arrive toutes sortes de personnes de différents horizons, et notamment de jeunes Anglaises là, qui vont être hébergées dans cette pension, avec, je dirais, un code vestimentaire qui choque ces deux sœurs qui sont, quand on le voit, habillées de très strict, le chignon, typiquement femme espagnole comme ça, un peu austère, qui ne comprennent pas l'accoutrement de ces gens qu'elle héberge, et surtout certains agissements qui les révulsent, surtout Martha, qui est la plus dure, la plus, comment on dirait, bigote, et à un moment donné reprend alors d'une de ses pensionnaires et va la pousser accidentellement dans l'escalier et va mourir. Et à partir de là, va s'enchaîner un certain nombre d'événements liés toujours à l'arrivée de nouveaux clients, nouveaux touristes, et vont s'enfermer dans une folie meurtrière. Donc ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit bien ce que veut raconter, montrer Gene Martin, c'est-à-dire que un mouvement en plein bouleversement, un changement de mœurs notamment, et de façon de vivre qui choque ces deux personnes qui ont été formatées, endoctriné, je ne sais pas comment on peut dire, éduqué d'une certaine manière par rapport à la politique franquiste, avec certaines valeurs morales, la valeur de la famille, le sacro-saint mariage, pas de relation sexuelle avant le mariage, comment dire, le désir sexuel est complètement... comment dirait, pas banni, mais c'est un péché, et tout ça est retranscrit avec des situations assez, comment dire, j'allais dire cocasse, c'est pas le terme, mais assez troubles. Notamment, il y a une scène en pleine nature, parce que tout se passe effectivement en intérieur, essentiellement dans les rues du village, où Martha va au bord de l'eau, elle voit des jeunes garçons qui sont nus, tout petits, tous des enfants, d'ailleurs qui sont filmés un peu frontalement, qui regardent ça d'une manière un peu concupiscent, et à un moment, elle sent quelque chose en elle qui monte, et elle peut plus, elle passe dans une rangée de roseaux comme ça, et les roseaux la flagellent. Donc de dire je me fais du mal, je veux me purifier, je veux me confesser. Donc on n'est pas dans le fouet, comme on peut le voir dans certains films, pour se punir, mais là c'est la nature qui la punit pour retrouver ses esprits. Et je trouve cette scène assez forte. Voilà, et il y a des petits moments comme ça dans le film qui sont assez génialement trouvés. Et donc voilà, on voit que Martin veut dénoncer une certaine obscurantisme de la société espagnole. Alors, je dois dire aussi que les personnages joués par notamment Judy Gayson, qui est une jeune actrice anglaise qu'on a vu beaucoup dans des films fantastiques ou des thrillers en Angleterre, qui cherche sa sœur, a aussi, comment dirais-je, pousse le bouchon un peu loin des fois, et comme les autres personnages qui sont un peu, comment dirais-je, pas outranciers, mais ont des comportements des fois qui peuvent heurter. On peut comprendre que ça peut heurter une population qui vit différemment. Mais bien sûr, ça ne valide pas ou légitime pas, bien sûr, le meurtre. Mais en tout cas, ces personnages vont s'enfermer, ces deux personnages féminins qui sont extrêmement bien interprétés par les deux actrices, vont s'enfermer dans une folie meurtrière. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier le film d'horreur, oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a des meurtres à l'arme blanche, un peu comme dans Giallo, mais c'est pas du tout du même acabit. Mais c'est un film un peu, c'est un thriller. Je ne sais pas comment on pourrait le définir. Dans les bonus, comment il s'appelle, Angel Sala, qui est le directeur du festival de Sitges, là, le grand festival de films d'horreur fantastique en Espagne, a un terme pour un fantasto-horreur. Il fait un mix de deux mots pour traduire ce cinéma-là. Donc, il revient sur la personnalité de Joe Martin et sur le cinéma de cette époque-là. Dans l'autre bonus, il y a un interview de Gene Martin qui essaie de se souvenir du film comme s'il avait perdu un peu la mémoire. Il rappelle surtout le gros problème avec la censure, parce qu'on est en 73, 2 ans avant la mort de Frank Boyle. Il a eu quand même quelques problèmes où il fallait supprimer quelques plans, ce qu'il a dû faire. Ceci étant, le film reste quand même des fois assez cru par certaines situations. 73 ? Tu nous as dit 76 tout à l'heure. Non, 76, c'est l'autre. Ah, d'accord. Oui, 73. Ok. Donc on est quand même encore dans un moment où la censure opère encore. Mais le film est quand même, je veux dire, assez frontal par moment. Il y a des scènes de nu, mais qui pour le coup sont assez prudes et ne cherchent pas le côté sensationnel ou complaisant. C'est vraiment des scènes érotiques, de passion entre deux personnages, et qui sont plutôt toujours à distance, qui est, pour le coup, c'est à noter. Voilà. Le second, alors en revanche, Poupée de sang de Carlos Puerta. Alors, comment dire ? On voit que ça lorgne à la fois sur du Fulci, je trouve un petit peu, et puis tu parlais de la Hammer, justement tous ces films un peu où le satanisme est au cœur du récit.
Là, on a un couple qui va se faire embarquer par un autre couple assez étrange, qui vont dans une grande demeure où il va y avoir des orgies, des rites sataniques, et ces deux personnages vont essayer de se sortir de cette maison. Alors, c'est pour ça que j'en parle peu, parce que c'est un film assez poussif pour plein de raisons. Le jeu des acteurs, la mise en... Alors, la musique synthétique, là, qui essaie de copier certains, je sais pas, même Goblin, ou genre, qui est quand même affreuse, qui détonne complètement avec l'ambiance du film. Ça ne fonctionne jamais, parce que c'est très mal filmé, c'est jamais effrayant, c'est jamais tétanisant. Voilà, c'est cheap à mourir. Donc voilà, c'est quand je dis full cheap, parce qu'à un moment à la fin, il y a comme une mise en abîme de répétition d'une scène du début du film, un peu comme dans l'au-delà ou des choses comme ça, qui est assez. Je pense que c'est celui-là que tu as vu. Je sais pas si c'est celui-là que tu as. Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est quand même laborieux en comparaison du premier. Je trouve que Bougie pour le diable qui est vraiment d'une très bonne facture et qui a une vraie tension, un vrai propos. Il est pas bon. Et là, il y a rien qui fonctionne. Il faut le dire, hein, voilà. Les scènes d'orgie. Alors pour le coup, là, on est vraiment dans le côté film d'exploitation pure. Hein, on veut rajouter des scènes érotiques, peut-être la production, j'en sais rien. Mais pareil, ça reste vain et ridicule. Il y a pas l'attention qu'il y a dans le premier film et qui questionne aussi la société espagnole, même si là on est dans un film satanique, pourquoi pas rentrer avec des gens avec des capes, des rituels, des bougies, des crucifix, on va égorger quelqu'un pour faire un sacrifice pour tel dieu, mais rien ne fonctionne, donc c'est très très poussif, donc ça fait partie de ce duo, de ce coffret Terreur ibérique. Voilà, dans les bonus, pareil, il y a ça là qui revient sur ce fantastique-là de l'époque. Bon, c'est tout à fait factuel, hein, il recontextualise tout ça. Voilà, donc c'est quand même à voir, notamment pour le premier, hein, Une bougie pour le diable, de Gianno Martin, et puis le second, faites-vous votre avis, mais voilà, c'est 50-50, on va dire. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, moi, je vais pas faire mieux avec les rites sexuels du diable. Déjà le titre. Ça n'a pas été simple de voir ce film de José Ramon Larraz. Alors, José Ramon Larraz, c'est un cinéaste catalan. Il est né à Barcelone en 1929. Et il vient de la bande dessinée. Il a commencé à dessiner dans plusieurs publications au début des années 50, et même en France, il va publier dans le magazine Spirou, tout ça, des planches de dessin. Alors, il n'était pas considéré comme un très très grand dessinateur, apparemment, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. On peut pas dire que c'est un grand metteur en scène non plus, mais en tout cas, à la fin des années 60, il va passer à la réalisation. Alors, si vous lisez un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe sur ce José Ramon Larraz, à part dans le milieu du fanzine, où il a été défendu notamment beaucoup par David Didelot. Il aurait fait une série de films qui sont plutôt intéressantes, mais que je n'ai jamais vues, qui démarre en 69 et qu'il a tourné notamment une partie en Angleterre. Donc il a quitté quand même le franquisme, lui, dans les années 50-60. Et il reviendra en Espagne un peu plus tard. Et d'ailleurs, les rites sexuels du diable, c'est une période 82. Donc c'est quand même 7 ans après la mort du dictateur où il va revenir tourner ce film en Espagne. Mais dans ses premiers films, donc, qui sont plutôt bien notés par quelques amateurs du bis fantastique, vous avez L'enfer de l'érotisme en 69. Vous avez Déviation sexuelle en 1971. Les symptômes en 74 et Vampire en 74 aussi. Voilà. Tourné en Espagne. Tourné tout. Alors non, il y en a tourné plutôt en Angleterre. Et d'ailleurs, L'enfer de l'érotisme, que je connais moi sous le titre Whirlpool, parce qu'en fait je connais la musique de ce film qui est signé Stelvio Cipriani, qui est une musique absolument magnifique. Ça peut donner. Alors je pense que c'est des films à la fois qui s'inspirent aussi de ce qui s'est passé en Italie, de la vague du Diallo, tout ça. Voilà. Après, il faut voir. On les a pas vus, donc voilà. Non, alors revenons au rite sexuel du diable 1982. C'est un film en fait qui va s'intéresser bien sûr à l'ésotérisme, aux messes noires, au satanisme. Ça va être un petit peu le sujet principal de ce film, puisqu'on va suivre donc une femme, Carole, qui apprend la mort brutale de son frère, qui décide de se rendre en Angleterre, là où il vivait avec donc sa femme, et elle va rencontrer sa belle-sœur, et très vite, elle va découvrir en fait que son frère et son épouse
s'adonner à des pratiques de messe noire au sein d'une secte d'adorateurs complètement illuminés, et qu'à ce moment-là, elle-même, son mari, qui l'accompagne lors de son voyage en Angleterre, va être aussi happé dans ces débauches de sexe et ces orgies qui vont l'accaparer. Bon, ça c'est la base du film, j'ai envie de dire, c'est l'histoire. Sauf que, à part une ou deux scènes de messe noire qui peuvent être un petit peu intéressantes, c'est pas très très bien filmé. On est à des années-lumière de ce que pour moi sont les chefs-d'œuvre absolus, les Vierges de Satan de Terence Fisher, ou même encore plus grand, le Vickerman, où on voit vraiment des films qui sont d'une intensité. Voilà, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. C'est des films qui sont tellement pauvres en termes de mise en scène, de jeu d'acteurs, qu'on ne rentre jamais dans le film. Et en plus, on est en 1982, Franco est mort, donc on va multiplier les scènes érotiques qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Oui, les zones aussi d'ailleurs. Extrêmement grotesques, il faut le dire. Et alors, on va même pousser le bouchon encore plus loin, Pierre, dans ce film, puisqu'on fait carrément une scène de zéophilie. Donc pourquoi je suis spécialiste? Pourquoi tu me Non, parce que t'aimes les animaux, c'est pour ça. Parce que tu défends les animaux. Et t'aimes Brigitte Bardot, donc c'est c'est pour ça. Voilà, c'est mon côté. Oui. Donc, vous avez une scène où une pauvre malheureuse va être donnée à un bouc. Le bouc est un peu l'image du satanisme absolu. Enfin, voilà, on est dans ce genre de délire dans le film. Voilà. Bon, tout ça, ça donne un film bien pauvre à tous les niveaux. Alors, on aime beaucoup Sébastien Guéraud et Emmanuel Lecagne qui font les bonus pour Artus. Et ils font 40 minutes sur ce film. Alors, je vois bien qu'ils essayent de chercher, de se convaincre, d'essayer de comprendre ce qui peut être intéressant dans ce film. Au bout du compte, moi, j'ai été voir un petit peu sur Internet d'autres réactions, des blogueurs, des gens qui l'ont vu, des spécialistes, des machins. On en revient tous au même constat, quoi. Pauvreté de la mise en scène, pauvreté du jeu d'acteur, pas de scénario, pas d'intensité. Et au bout du compte, un film extrêmement faible. Mais bon, le seul mérite peut-être, et moi c'est ça qui est important, et je salue toujours les gens d'Artus, ou même de Carlotta, ou le Chat qui fume, enfin les gens qui sortent ce genre de films. C'est des films qui sont littéralement invisibles aujourd'hui, qui sont sortis dans quelques salles de quartier dans les années 81, 82, mais oubliés de tous. Certains ont pu bénéficier d'une sortie VHS à la grande époque des vidéoclubs, mais souvent tronqués ou alors avec des images absolument épouvantables. Là, il y a une copie qui est correcte parce qu'en fait, le film est ressorti aux États-Unis chez Arrow, donc c'est là, à partir de là qu'ils ont pu certainement obtenir donc une copie pour pouvoir le distribuer. Et puis qu'il y avait une affiche aussi qui était assez démentielle. Bon, même si, bien sûr, le mot sexuel a clairement été rajouté de manière à faire un film de pure exploitation. Voilà. Donc, est-ce que je peux poser une question et qui emmènerait de grands débats? Oui. Surtout par rapport aux films qui ont été tournés à l'époque franquiste. Oui. Je me demande si le gouvernement ne souhaitait pas qu'il y ait de tels films. Ce n'étaient pas des films d'opposition. C'est-à-dire que c'est un profond mépris du public et du public populaire. On dit tout ce qui est bon pour eux, ils vont dans des salles voir des cochonneries, et nous, pendant ce temps, on a une vie sociale et religieuse de très bonne qualité. Le cinéma qui était pornographique ou qui était fantastico-pornographique, tant en Italie qu'en Espagne, n'était pas obligatoirement un cinéma politique contre le régime. Je ne le crois pas. Ah, mais ça, mais c'est clair. Ça, voudrait dire des débats très longs. Mais une bougie pour le diable, il y a quand même cet aspect-là sur ce qui a été le franquisme à travers ces personnages féminins. Mais le franquisme n'était pas contre. C'est-à-dire qu'il y avait une centrale catholique quelconque qui disait à proscrire. Ça n'empêchait pas qu'il y avait des gens qui allaient voir ce film, mais ce n'étaient pas les grands d'Espagne qui allaient voir. Bien sûr, ils étaient déguisés s'ils allaient le voir. C'était le peuple qui pouvait se reconnaître dans ces personnages-là. Voilà, on donne au peuple la boue et ce qui lui convient. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les rites sexuels du diable qui vient de paraître chez Artus Film en Blu-ray et DVD. Allez, il nous reste un petit peu de temps, Fred, pour parler de Walter Hill. Oui, puisqu'un livre sort chez Rouge Profond, La Dimension Walter Hill, c'est une série d'entretiens menés par Thomas Révé. Thomas Révé, il est rédacteur
en chef de Ciné Bazar, une revue, et puis aussi au comité de direction de cette revue SoFilm, qui est toujours existante. Et à partir de 2016, il est parti aux États-Unis rencontrer Walter Hill, qui a accepté de s'entretenir. Alors, s'entretenir, c'est un grand mot parce qu'il est souvent vague, il répond pas toujours vraiment aux questions. D'ailleurs, à l'image de ses idoles que sont Raoul Walsh ou John Ford, quand on voit certains cinéastes de notre temps, notamment ce fameux John Ford assis avec son œil borgne, qui répond jamais. Donc on est un peu dans ça, donc ça peut être un peu frustrant en lisant le livre. Parfois quand même on y trouve des informations, et notamment aussi parce qu'il a interviewé des acteurs et des cinéastes. Et donc il revient avec lui sur sa carrière, comment il est arrivé dans le milieu, donc en commençant comme scénariste, en écrivant pas mal de scénarios avant de, grâce à Guet-apens, je suis tourné par ces pays-là, sa carrière va se lancer, et puis de devenir réalisateur, notamment à partir du Bagarreur. Et c'est vrai que ça fait... On cherche toujours des livres comme ça en France, sur des cinéastes qu'on apprécie, enfin, que moi, je pense que toi aussi, Thomas, apprécions énormément. D'ailleurs, moi, je crois que j'ai vu tous ces films, à part Crossroad, qui est un film sur le blues que je n'ai jamais vu, et le tout dernier, Dead for a Dollar, qui est sorti en 2022, enfin sorti, qui n'est pas sorti, parce que le précédent Revenger est sorti directement en DVD ou en plateforme avec Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver, d'ailleurs qui intervient dans le livre, qui a 5-6 pages où son rapport avec Walter Hill, le portrait qu'elle fait de cet homme-là, qui paraît un peu bourru comme ça, dans la tradition justement des Walsh et tout ça, je pourrais dire que c'est un peu le fils spirituel de ces cinéastes, peut-être le dernier dans ce genre-là. Et voilà, ces derniers films... Avec John Milius aussi, on pourrait le mettre à côté. Mais lui, il a une plus grande carrière de cinéaste, puisque Milius n'a pas beaucoup tourné. Mais Revenger, que j'avais vu, qui n'était pas très bon, malgré la présence de Sigourney Weaver. Et puis, on avait vu en salle, souviens-toi, Du plomb dans la tête avec Stallone, qui était même en termes de mise en scène, ne reconnaissait pas le travail de Walter Hill, qui est quelqu'un quand même de très, comment dirais-je, cinéaste très simple dans la mise en scène, très précis, à l'économie, avec un cinéma très direct aussi. Comme son premier film, Le Bagarreur, donnait déjà un peu le là de ce qu'il fera plus tard. Et puis, petit à petit, il va continuer dans la série B, avec des films un peu plus importants, comme notamment... plus important en termes de budget aussi, 48 heures, avec Nick Nolte, et qui lancera la carrière d'Eddie Murphy, qui est son premier long métrage, qui va le lancer, et il va devenir une star de l'écran, du grand écran. Donc voilà, c'est un cinéaste qui nous a toujours marqué par, comme je disais, sa franchise dans sa mise en scène, son intuition, sa rapidité de direction. Et d'ailleurs, il le dit très bien dans le livre, à un moment donné, sur la manière de faire les choses. Il dit je pense que le plus difficile est d'atteindre la simplicité, et parce que d'autre part, la simplicité dans la narration laisse de l'espace pour la complexité dans d'autres domaines. Et effectivement, quand on pense à Walsh, à Hawks et Ford, c'est la simplicité de la mise en scène, mais qui est extrêmement efficace, et surtout qui dit beaucoup de choses. Et dans des films qui durent des fois 1h30, 1h40, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, avec tous ces films qui font pour la plupart 2h30, 2h40, avec des films comme on a parlé la fois du Paul Thomas Anderson, qui sont haletants, qui ont l'impression qu'ils durent qu'1h30. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on n'arrive plus à couper, à aller à l'essentiel. On rajoute des moments qui ne servent à rien. Effectivement, avec Walter Hill, on a ce côté épuré et direct qui faisait plaisir, je dirais, parce que même si son dernier film, on ne l'a pas vu, et je pense aussi c'est pour ça qu'il donne un petit entretien, mais s'il ne se révèle pas trop totalement. Un cinéaste qui, je pense, je ne sais pas s'il va pouvoir encore tourner aujourd'hui. Ces cinéastes-là, comme beaucoup de sa génération, sont mis au placard, et c'est compliqué pour eux de continuer à faire ce qu'ils aiment, parce qu'en fait, c'est juste une passion. Et donc, de raconter des histoires, de ne pas se poser de questions sur la politique, même s'il est sur Revenger, il en parle un petit peu, parce que ça parle d'un homme joué par une femme, donc par rapport à la question du genre et tout ça, qui lui est beaucoup reproché par rapport à ce film-là, aux États-Unis notamment. Alors il n'en dit pas plus, mais ça semble être d'être en opposition avec ce propos-là, voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un d'assez républicain, je pense, Walter Hill quand même, on le sent par moments dans ses réponses, mais en tout cas en termes de cinéma, c'est un cinéaste qui nous a toujours... quand on le découvre, quand on est ado... Il a fait tout un corpus de films dans les années 80 qui ont extrêmement bien vieilli. Revoyez Double Détente. Double Détente, très bon body movie, avec des super dialogues. 48 heures, Sans retour. Vraiment. Extrême Préjudice, qui est un hommage à... Là, il est assez critique, il n'aime pas trop son film, sauf la première... Là, c'est quand même une période assez incroyable. Moi, je pense que même à son Géronimo, que je trouve très bon... Ouais. Après, je suis plus, je suis peut-être un peu plus difficile sur. Un seul deviendra invincible, un film de prison avec Vin Rhames qui est très très, Wes Nesba qui est très très bien. Et puis la série Deadwood, qu'il a été à l'initiative. Après, il a été évincé par HBO. Enfin, c'est assez compliqué, il en parle un peu, mais très bonne série western, parce que c'est un homme de western aussi. Allez, merci Fred, donc de ce livre qui sort, La Dimension Walter Hill, chez Rouge Profond.
Merci à Manu, à Julien aussi qui nous fait la vidéo pour YouTube, à Pierre et à Fred. Et on se retrouve, nous, très vite. Merci. Stavolta non so più rinunciare a volerti bene, e se lo vuoi ti seguirò.